Everything Everywhere All at Once. C'est probablement l'un des films les plus surprenants de l'année. Dans le sens où quand la bande-annonce est arrivée, je ne l'avais pas du tout regardé, je n'avais pas du tout fait attention à ce film. Et puis finalement, le film est sorti, a fait parler de lui et je me suis dit, j'ai pas grand chose à voir au cinéma ou qui sort en ce moment, alors pourquoi pas, on va tenter la chance d'aller le voir. Donc oui, c'est dans ces circonstances que je suis allé voir ce film-là. Sinon, je ne connais pas les réalisateurs derrière, je ne connais pas beaucoup les acteurs. Sauf Michel Yeoh, je suis sûr de l'avoir vu dans un autre film et je crois que c'était La Momie 3. Ouais, je sais, c'est pas la meilleure référence possible, mais... Donc le film en lui-même se concentrait sur le multivers, des possibilités infinies de plusieurs univers, plusieurs choses. Pas comme si c'était la mode du multivers en ce moment, hein, que ce soit avec Marvel qui sont déjà en train de le faire, ou avec DC qui vont bientôt le préparer avec The Flash. On verra bien, on sait pas encore dit. Donc ce film-là faisait partie des curiosités, et au final, est-ce qu'il vaut le coup d'être visionné? On va voir ça tout de suite, mais parlons d'abord de l'histoire de ce film. Alors qu'Evelyn a une vie difficile, elle croule sous les dettes, elle a du mal à sourire, à bien vivre, elle pense surtout à sa famille, elle finit par tomber sur une version différente de son mari, qui fait qu'elle va découvrir une multitude d'univers où elle peut devenir tout et n'importe quoi en fonction de ses choix, et elle va se servir de ça et de ces différentes versions d'elle-même qu'elle va explorer, afin d'affronter une menace qui veut détruire le multivers. En gros, c'est l'histoire du film. Et qu'est-ce que j'ai pensé d'Everything Everywhere All at Once? Eh bah, c'était vraiment bien. Pour le coup, j'avoue que je ne m'attendais à rien, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié le film. Que ça soit dans le concept du multivers qui est vraiment bien fait avec des règles bien établies, ou tout simplement pour les scènes d'action qui sont aussi très cool, les acteurs qui sont investis, les personnages qui sont mieux développés qu'on pourrait croire. Ils se sont même permis de faire des délires avec certains univers que j'aurais pas cru possible. Mais bon, ça on va en parler petit à petit bien sûr. Mais bon, ça on va en parler en détail bien sûr. Mais en attendant, le film en lui-même, ouais, vraiment il était bien, il vaut le coup et je regrette pas de l'avoir vu au cinéma. Après, est-ce qu'il vaut plus le coup au cinéma que sur un écran télé? Ah, là j'avoue que c'est un peu difficile à dire parce que je l'ai pas vu en 3D ni en IMAX, je l'ai vu en 2D normal. Mais j'ai quand même passé un très bon moment et je vais vous faire comprendre pourquoi. Mais on va d'abord parler du négatif parce que oui, il y en a. Les points négatifs qui font plus office de chipotage que de véritables points négatifs pour moi, c'est à commencer avec la musique de présentation du premier acte, qui n'est pas une mauvaise musique, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, juste je pense que c'est une musique légèrement exagérée quand le titre de l'acte 1 apparaît. Et je dis bien quand le titre de l'acte 1 apparaît. En dehors de ça, oui, c'est une bonne musique, mais juste, ça en fait peut-être un peu trop. Il y a aussi le fait que l'identité du méchant est prévisible, parce que tu vois le début du film, et dès le début du film, il y a des problèmes, tu vois déjà quelle apparence aura le méchant. Je vais pas le dire pour pas spoiler ceux qui n'ont pas vu le film, parce qu'il vaut vraiment le coup, mais ça, je reconnais que c'était un poil prévisible. Aussi, par rapport à la traduction VF, il y a des trucs que j'ai pas compris, comme par exemple l'expression sac en papier. Mais tu sais, histoire d'éviter de dire merde ou j'ai pas compris. Je veux dire, moi je fais le mercredi de Stanley Ipkiss, même si lui le fait beaucoup mieux que moi, c'est certain, hein. En même temps c'est lui la référence. Et merde, credi. Mais j'avoue que sac en papier pour éviter de dire des gros mots, moi c'est bizarre. Limite j'aurais vraiment accepté le merde ou le sale papier, tu vois. Vraiment à la manière, je commence à dire le gros mot, mais finalement je m'arrête au milieu pour ne pas le dire. Ça aurait peut-être mieux marché comme ça. Non, parce que quand tu fais une bêtise et que tu dis 5 en papier, d'accord. Les scènes d'émotion, elles sont pas exceptionnelles. Ils ont tenté quelque chose et on peut pas nier qu'on est un petit peu touché quand ça concerne Evelyn. Mais en dehors d'elle, les scènes d'émotion sont vraiment pas ouf, hein. Ils ont essayé quelque chose, je le reconnais, mais j'arrive pas à être réellement touché par les personnages. Ou alors ça vient de moi, peut-être que je deviens plus insensible avec le temps, c'est pas impossible. Et enfin, le raton laveur. Je dirais pas dans quelles circonstances on a ça, mais disons que ce qu'ils ont fait du raton laveur ici, tu vois trop bien que c'est un faux. Alors qu'avec les effets spéciaux qu'on a maintenant, vous auriez pu en faire un plus réaliste et plus réussi. C'est un détail, oui, je sais, mais vraiment, j'ai l'impression que ce raton laveur était faux. Voilà, négatif, j'ai fait le tour, on va pouvoir passer au positif. Donc, comme d'habitude, je commence par les personnages avec Evelyn, jouée par Michel Yeoh. C'est une femme totalement paumée qui ne se concentre que sur son travail, sur son train de rythme quotidien qu'elle vit en permanence dans le stress. Le retien de ses émotions aussi, je crois que ça joue un peu là-dessus. Bref, c'est une femme très renfermée sur elle-même, qui veut s'en sortir malgré qu'elle n'y arrive pas, qui se voit un peu tout écrouler petit à petit malgré le multivers. Et ce multivers, c'est justement une chance pour elle de découvrir tout ce qu'elle aurait pu devenir en dehors de ça. Et aussi de se poser les questions, est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de faire ça? Qu'est-ce qui se serait passé? Et je reconnais que c'est un bon personnage principal. Même dans ses rapports compliqués avec sa fille, dont on parlera après, c'est vraiment un très bon personnage bien développé qui vaut la peine d'être suivi. Au moins pour savoir comment ça va se terminer avec sa fille et comment elle va évoluer.
Parce que oui, tout ce multivers, tous ces choix, tout ce qui va se passer, ça va justement aussi la remettre en question et se dire peut-être que j'ai fait les meilleurs choix possibles, ou alors peut-être que j'aurais pu faire mieux, mais que je dois faire avec ce que j'ai. En tout cas, oui, Evelyn, très bon personnage principal pour ce film. Ensuite, on a Joy Wang, jouée par Stephanie Su, je crois elle s'appelle, si je dis pas de conneries. C'est la fille d'Evelyn, c'est une fille complexée, malgré qu'elle soit avec une femme, qu'elle soit très heureuse avec elle. Mais on sent qu'elle est très renfermée sur elle-même, qu'elle n'ose parler à personne, et qu'elle a besoin du soutien de sa mère, que sa mère ne lui donne jamais. Et je reconnais volontiers, c'est aussi un très bon personnage. Tu comprends la frustration qu'elle a, l'envie qu'elle veut que sa mère s'intéresse à elle, l'aide dans ses choix, à la comprendre. Et ça fait que c'est à cause de ça aussi qu'elle est souvent renfermée sur elle-même. Parce que certes, elle aime sa compagne, mais quand ta mère n'accepte pas ta compagne, ou du moins qu'elle ne l'assume pas totalement avec le reste de la famille, je pense que je peux comprendre la situation. Même en dehors de ça, Joy est un très bon personnage dans sa frustration et dans ce dont elle a besoin par rapport à sa mère. Et encore à la base, il paraît que Joy devait être jouée par Awkwafina mais qu'elle a refusé parce qu'elle a joué dans Shang-Chi. Ensuite, on a Waymond joué par Ke-Huy Quan. C'est un homme assez timide, assez réservé mais toujours là pour la famille, qui passe son temps à sourire, à vouloir que tout s'arrange sur le côté du bien. Ouais, il a un petit côté gnangnan ou niais, ouais, clairement, on peut pas le cacher. Mais malgré ça, je reconnais que c'est aussi un personnage qui a son rôle à jouer. Et même si je préfère sa version badass de la dimension alpha, enfin de l'univers alpha, pardon, je dois quand même admettre que Waymond n'est pas un mauvais personnage. C'est même un personnage qui a un plus gros rôle à jouer que ce qu'on pourrait croire. C'est pas parfait, mais ça fonctionne. Et compréhensible dans ses choix bien sûr. On a aussi le grand-père Gong, joué par James Hong. C'est le grand-père de la famille, c'est le père d'Evelyn. Il est âgé, en fauteuil roulant. Il n'y a pas grand-chose à dire sur lui en fait, à part qu'il est une des raisons du pourquoi Evelyn a du mal à se concentrer sur sa famille en dehors de lui. Surtout qu'il n'est pas en très bonne santé apparemment, donc ok. Après, son lui de la dimension alpha, waouh. Sinon, l'antagoniste du film, c'est Jobu Topaki. Son objectif est de détruire le multivers dans son grand complet, alors qu'il a des pleins pouvoirs, qu'il peut faire ce qu'il veut, voyager dans l'univers qu'il veut ultra facilement, là où les autres doivent utiliser une technologie. Lui, il peut vraiment le faire de manière peinard, tranquille, sans se poser de questions. Et j'avoue que c'est une entité dangereuse. Mais aussi développée, parce qu'autant on le voit la première fois, on se dit « Oh putain, non, c'est juste un méchant classique qui veut détruire le multivers pour son plaisir. » Et en fait, plus ça avance, plus ce méchant est plus profond que ça, quand tu connais sa véritable identité. Le jeu d'acteur est assez bon dans l'ensemble, tous les acteurs et actrices sont investis dans leur rôle et ça se voit. Ça se voit surtout dans les différentes versions du multivers, parce qu'on sent qu'il y a plusieurs versions. Et on sent que les acteurs, ils sont à l'aise de faire ces plusieurs versions, tels qu'ils soient, que ce soit Waymond ou Evelyn. Tu sens que les acteurs sont réellement à l'aise de faire plusieurs versions d'eux-mêmes. On a aussi la tension qui est pas trop mal, parce qu'autant au début, on ressent cette aura de « Oh mais non, personnage principal, elle est pas en danger, ça risque rien ». Et en fait, t'arrives à te dire quand même, ah bah si, la tension, elle est quand même efficace, t'arrives à avoir peur. Aussi, les règles du multivers ici, et c'est ce qui fait une des plus grandes qualités du film, sont très bien introduites. Ici, les règles avec la technologie qu'ils ont, ils doivent se projeter justement la version qu'ils cherchent d'eux-mêmes pour pouvoir lutter et avoir les capacités. Faut le voir, faut un point déclencheur. Vraiment, de ce côté-là, oui, les règles ont réellement été bien établies. Tout comme l'intrigue liée à Tobu Topaki qui cherche à détruire le multivers mais tu ne sais pas pourquoi, mais faut reconnaître au moins il y a une bonne intrigue. Et la relation mère-fille entre Evelyn et Joy à travers ce multivers est également bien établie et bien écrite. Après, on va pas se mentir, ce qui fait une des plus grandes qualités du film, c'est sa mise en scène. Sa mise en scène est vraiment magnifique, très bien gérée du début à la fin, notamment dans les scènes d'action qui sont réellement plaisantes. Le film n'est pas vraiment totalement action ou majoritairement action, mais réellement, oui, les scènes d'action sont juste énormes. Il y a de l'inattendu qui marche, il y a également du symbolisme efficace par rapport à Evelyn, par rapport à Joy, même à Waymond et à ce fameux multivers. Les musiques sont superbes, les différents costumes sont très bien travaillés. Les évolutions d'Evelyn et de Joy sont intéressantes. Waymond n'a pas vraiment besoin d'évoluer, mais ça c'est pas un drame, c'est même un peu normal ici. Effets spéciaux de qualité, décors assez travaillés, dichotomie assez efficace, de l'inattendu qui fonctionne aussi à certains moments. J'avoue que j'ai été surpris pas mal de fois par le film malgré un truc prévisible dont je vais parler en partie négative. Et enfin un point que je pensais pas défendre à la base mais que j'avoue fonctionne plutôt bien ici, l'humour. Parce qu'autant en général l'humour forcé j'aime pas ça, mais là dans le cas ici présent, même avec les délires de certains univers,
L'humour est assumé. Tu sens que les réalisateurs, les scénaristes, toute l'équipe du film derrière, ils ont pris plaisir à se dire putain, on a carte blanche, on peut faire un peu ce qu'on veut, et tant mieux, on n'a pas de limite du studio. Et c'est une bonne chose parce que ça améliore le film. Oh, et la fin est facile, mais en même temps ça va avec l'évolution d'Evelyn et de Joy, et même de la famille en général. Donc je ne me plains pas de la fin. Partie spoil, je vais donc vous parler de Jobu Topaki et de sa véritable apparence qui est Joy. Non, c'est pas une blague, dans tous les univers qui existent, l'apparence de Jobu Topaki, c'est Joy. C'est-à-dire que Jobu Topaki, qui est Joy, peut voyager dans le corps des différentes Joy de tous les univers. Et d'ailleurs aussi, il peut se transformer à volonté avec les costumes. C'est-à-dire il peut arriver en ce qu'il veut, en danseuse, en gothique, en... C'est assez marrant comme pouvoir, mais en tout cas ça montre à quel point il a pas de limite. Il peut faire ce qu'il veut, c'est son univers. Et donc son véritable objectif, ce n'est pas de détruire le multivers en fait, ça c'est ce qu'on croit, et c'est ce que Waymond nous a dit. Mais en vérité son objectif c'est de trouver quelqu'un qui peut comprendre ce qu'elle ressent, notamment une Evelyn justement, une mère dont elle a besoin, afin de ne plus se sentir seule. Et vu qu'Evelyn refuse et qu'elle espère voir le bien et que les univers restent saufs, et bah ça fait un conflit où elle veut partir, mais heureusement Evelyn la sauve comme la mère, la bonne mère qu'elle est censée être, et ça fait que la relation mère-fille est beaucoup mieux développée, qu'Evelyn assume enfin que sa fille soit homosexuelle, le dit ouvertement à son père envers qui elle avait peur des réactions. Réellement, je le redis, la relation mère-fille, très bon développement ici. Ah oui, aussi, je vous avais parlé du raton laveur mal fait dans la partie négative. Et ben en fait, ce passage, c'est une espèce de parodie de Ratatouille. Vous vous souvenez de Ratatouille? Je pense que tout le monde connaît Ratatouille, le rat Rémi, sur les cheveux du cuistot... Linguini, je me souvenais plus du nom, ça vient de me revenir, qui tire les cheveux pour qu'il fasse des mouvements, vous savez. Bah là, ils ont refait la même, mais avec un raton laveur. Et encore une fois, l'idée n'est pas mauvaise, dans le délire assumé, ok, mais pourquoi le raton laveur est aussi mal fait? C'est ça, moi, que je comprends pas. Bon, mal fait, j'exagère, c'est pas non plus le plus moche que j'ai jamais vu. Mais pour 2022, il est pas très bien fait, ce raton laveur. Et je sais que c'est un détail pointilleux, mais quand même, ça compte un peu pour moi. Ça serait du cinéma indépendant, j'aurais pardonné, mais c'est pas du cinéma indépendant. Et il faut que je vous parle d'une dimension que je trouve juste hilarante tellement c'est assumé, la dimension des doigts saucisses. Non, je rigole pas, il y a vraiment une version d'un univers où les personnages ont des saucisses à la place des doigts. Ils ont repris le gag JDG avec Marcus pour ce film, c'est juste hilarant. Bon, à part que là, c'est pas des knackis faits au scotch parce que eux, ils ont plus de moyens, c'est des vrais doigts saucisses. Et ça fait des séquences malaisantes en termes d'amour. Ah, vraiment, je sais pas ce qu'il y a dans la sensation avec les doigts saucisses là, mais oh, ça fait un peu malaisant. Dans le bon sens du terme, dans le sens où c'est délire assumé, hein, pas dans le sens oh, c'est dégueulasse, enlevez ça. Non, 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 en vrai c'est assumé, c'est drôle. D'ailleurs, c'est un univers où Evelyn est en couple avec sa... Jamie Lee Curtis, je sais plus ce qu'elle est exactement dans le film. Elle gère des impôts, je sais plus. Je sais plus le terme exact, désolé. Mais en tout cas, elles sont en couple ensemble dans cet univers. Et elles jouent du piano avec le pied. Bah écoutez, encore une fois, ça prouve que les réals ont eu carte blanche et qu'ils ont pu se faire plaisir. Voilà, je pense que j'ai pas grand chose à ajouter. Donc au final, Everything, Everywhere, All at Once, ça valait le coup de le voir au cinéma. J'avoue que j'ai mis un peu trop de temps à aller le voir, ce qui fait que maintenant il n'y a plus beaucoup de séances, voire à l'heure où sort cette vidéo, peut-être plus du tout de séance, mais je reconnais que c'était vraiment bien. Très bonne surprise que j'ai appréciée, vraiment très bonne chose. C'est pas parfait bien sûr, aucun film n'est parfait, va falloir se faire une raison. Mais j'avoue que j'ai bien rigolé, c'était vraiment dans des délires assumés avec le multivers, avec des règles bien établies. C'est pas un film qui te dit débranche ton cerveau pour mieux l'apprécier, là tu peux garder ton cerveau branché et l'apprécier pleinement. Réellement, c'était un plaisir en termes d'écriture, en termes de carte blanche aussi. Encore une fois, ils se sont lâchés, c'est bien. Et je pense que ce qui me fait plaisir aussi, c'est que par rapport à Doctor Strange 2, il n'y a pas vraiment eu de limite derrière. Il n'y avait pas de cahier des charges à remplir. Là, ils étaient vraiment en mode, on fait ce qu'on veut avec ce film. Et j'avoue que c'est son meilleur point. Après, libre à vous d'aller le voir ou pas au cinéma ou d'attendre le streaming, téléchargement ou le film Blu-ray DVD parce que vraiment il va valoir le coup. Mais moi j'avoue que j'ai passé un très bon moment et qu'il est fort probable que je le revoie à l'avenir. Voilà, c'était mon avis sur Everything Everywhere All at Once. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!